nouvelle table ronde donc, de ce forum Le Monde Nouveau, consacré à la biodiversité, aux forêts. Les forêts, on s'y promène, on y travaille, on les replante, elles brûlent parfois ici, elles servent de barrière là-bas. À cette table ronde, 4 participants à ce débat que je vais inviter à se présenter. On pourrait commencer par Cécile Goub. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Donc Cécile Goub, secrétaire générale d'une coopérative forestière, Alliance Forêt-Bois. Vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus en détail ou... Un petit peu d'activité quand même. L'activité, donc une coopérative forestière, c'est quoi? Une coopérative forestière, c'est une représentation de propriétaires forestiers privés. On regroupe donc des adhérents qui sont propriétaires de forêts en France et on les accompagne sur 3 métiers. Le conseil, donc les documents de gestion durable, quoi faire dans les forêts, à quel moment, la fiscalité, les questions administratives, les dossiers de financement. Le deuxième métier, c'est la sylviculture, donc tout ce qui est travaux, préparation de sol, plantation, entretien. Et le troisième métier, c'est la récolte et la commercialisation des bois. Donc on regroupe leurs propriétés et leurs bois pour mieux les trier, mieux les valoriser auprès des clients, essentiellement des clients industriels régionaux et français. Donc voilà les 3 métiers de la coopérative, avec un statut un petit peu particulier dans les coopératives, puisque c'est basé sur le principe d'un homme, une voix, donc quelle que soit la taille des propriétés forestières, puisqu'on a des adhérents qui ont d'un demi-hectare jusqu'à 3000 hectares. Donc il y a tout type de propriétés forestières en France. On y reviendra certainement plus dans le détail après. Et donc ils élisent un conseil d'administration. On est dirigé par des propriétaires forestiers qui définissent la stratégie de la coopérative et dans quel sens il faut aller pour le renouvellement des forêts, l'accompagnement de l'industrie, la relocalisation, l'emploi en milieu rural. Voilà un petit peu tous les sujets sur lesquels on intervient. Riches et variés. Riches et variés, c'est la propriété même de la forêt en France. Merci Cécile Goub. Stéphane Allaire, président de Reforest Action. Merci Alain. Donc enchanté, bonjour à toutes et à tous. Reforest Action, c'est une entreprise de reforestation. Notre métier, c'est de préserver, restaurer et créer des forêts. On le fait partout en France, mais aussi dans une quarantaine de pays dans le monde, sur chaque continent. Et quand on dit préserver, restaurer, créer des forêts, ça veut dire finalement identifier des forêts qui sont dégradées la plupart du temps à cause de multiples raisons. Ça peut être la déforestation, quand on est dans les zones intertropicales, mais ça peut être aussi des tempêtes, des maladies, des incendies et d'autres aléas. Et de mener à bien, de financer et d'accompagner techniquement des propriétaires ou des gestionnaires forestiers pour pouvoir mener des travaux de restauration de ces forêts avec un triple objectif: restaurer la biodiversité, qui est le sujet du jour, augmenter le puits de carbone de cette forêt, donc agir pour le climat, et avoir un impact social positif. Et ça, c'est surtout vrai dans les pays dits en voie de développement, puisque la forêt est nécessaire au bien-être de 1,6 milliard de personnes dans le monde. Et donc on ne peut pas ignorer ce volet social-là. Merci. Plinio Sist, directeur de l'unité de recherche forêt et société au CIRAD. Ça veut dire quoi le CIRAD? Bonne question. C'est le Centre de coopération internationale de la recherche agronomique pour le développement. Donc nous sommes basés à Montpellier avec plus de 250 agents, chercheurs en expatriation. Et nous travaillons essentiellement sur l'agronomie et la foresterie des pays tropicaux et des pays du Sud. Le CIRAD, c'est 1600 agents. Et sur Montpellier, on est environ 900 sur Montpellier. Donc moi, je suis directeur de l'unité forêt aux sociétés, mais je suis avant un écologue forestier tropicaliste. Et mon unité, qui regroupe une quarantaine de chercheurs et de chercheurs, travaille sur justement la préservation et la gestion durable des forêts tropicales. Donc nous avons des écologues qui essayent de comprendre le fonctionnement des forêts tropicales, comment elles réagissent non seulement au changement climatique, mais également aux pratiques d'utilisation de leurs ressources, exploitation du bois, exploitation des produits forestiers non ligneux. On a également des géographes qui travaillent plus à l'échelle des territoires et qui regardent comment le couvert forestier évolue au sein d'un territoire et quels peuvent être les compromis d'utilisation
entre la forêt et les autres formes d'utilisation des sols d'un territoire, comme l'agriculture, l'élevage, etc. Et enfin, nous avons des socio-économistes qui travaillent, par exemple, sur les chaînes de valeur. Quel est l'impact, par exemple, de l'expansion de la culture de palmier à l'huile sur la déforestation, comment créer des certifications pour l'exploitation de bois durablement exploité, ou quel est l'impact de nos importations en termes de déforestation et comment résoudre ces problèmes de ce qu'on appelle la déforestation importée. Donc, une équipe très interdisciplinaire. Et si vous voulez tout savoir sur ce qu'on fait, bien, on vient de publier un livre dans Muséo, je fais un peu de pub, Vivre avec les forêts tropicales, et vous apprendrez un petit peu, c'est un peu notre carte de visite, et vous apprendrez un petit peu quelles sont nos approches et nos problématiques. On peut trouver d'ailleurs ce livre au 3e étage. Il y a un stand Cultura parmi tous les autres nombreux et intéressants ateliers, et il est à disposition pour découvrir effectivement le travail d'une équipe qui s'est traduit un peu en journaliste et un peu en pédagogue pour vulgariser les recherches que vous conduisez. Tout à fait. Enjeux. On voulait expliquer au grand public ce que l'on faisait, et on a vraiment insisté, on a centré notre propos sur ces interactions entre forêt et la société, parce que pour nous, le destin des forêts est commun au destin de la société. Donc c'est un peu ça qu'on voulait mettre en avant. Et donc il y a encore 50 exemplaires, donc il y en aura pas pour tout le monde. Merci. Maxime de Rostolan, alors écologiste, militant, lobbyiste et à la tête de pas mal d'activités. Bonjour tout le monde. Oui, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années dans le domaine du climat et de l'écologie. Donc j'ai monté une plateforme de financement participatif pour les projets agroécologiques qui s'appelle Bluebees. Je me suis formé au maraîchage et j'ai lancé une ferme en Touraine, une ferme en permaculture avec l'association Ferme d'Avenir, dans le cadre de laquelle j'ai surtout fait du lobbying, effectivement, notamment aux côtés du ministre de l'écologie qui a démissionné de manière fracassante un beau matin de septembre. Non, d'août d'ailleurs, c'était fin août. Et en fait, depuis 2 ans, un an et demi, je travaille vraiment sur un projet qui vise à essayer de changer d'échelle dans l'agroforesterie. Ça s'appelle Community. En gros, il faudrait planter 10 fois plus d'arbres que ce qu'on fait aujourd'hui, dans et autour des champs. Et donc, il y a pas mal de goulots d'étranglement. Il faut trouver les parcelles, il faut des sous, il faut des bras, et il faut aussi des plans. Et j'ai décidé de prendre ce prisme-là, le prisme des plans, et de dire, créons des pépinières participatives dans lesquelles des citoyens peuvent venir donner de leur temps, 1 mois, 6 mois, 1 an de leur temps, et accomplir plusieurs missions, donc aller récolter des graines, produire les plants, identifier les parcelles, organiser les chantiers de plantation et surtout suivre les plantations une fois qu'elles sont en terre, parce qu'on sait que sinon c'est pas pérenne. Et en fait, voilà, ça fait 1 an et demi que j'embête le gouvernement en disant il faut faire ça, et notamment dans le cadre du plan de relance, ils ont décidé de mettre 50 millions d'euros pour planter 7000 km de haies en 2 ans. Donc c'est bien, ça fait 3500 km par an. Juste pour avoir une idée des ordres de grandeur, il faudrait qu'on récupère 750 000 km de haies d'ici 2050. En gros, on a perdu 750 000 km de haies depuis les années 60. Il faut les retrouver. Et donc en 30 ans, on a 30 ans pour le faire, ça veut dire planter 25 000 km par an. Aujourd'hui, on en plante 2005, donc 10%. Il faut faire x10. Et globalement, là, l'État ne fait qu'un petit truc chirurgical de 3000 km, 3500 km dans l'année. Il va falloir faire beaucoup plus, et donc on essaie de les contraindre à le faire. Et donc je suis aux prises directes avec les cabinets et du ministre et de l'Élysée, et je les embête comme je sais faire. Et pour l'instant, ça marche pas trop, donc on va passer à une phase haute. Donc là, j'essaye avec l'État, donc avec la Banque des Territoires, avec la Caisse des dépôts. On essaye sans l'État, donc avec des acteurs comme Accio ou Darwin à Bordeaux. Et on essaye contre l'État aussi. Et donc là, je vous l'annonce, ils sont au courant, hein, mais on va saisir le Conseil d'État et on va, avec des avocats, prouver qu'ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire, et pourtant ils sont au courant. Nous reviendrons sur ces sujets-là. Pinociste, avant de rentrer dans les actions concrètes, les enjeux et pas mal d'items qui se posent sur ce sujet, de manière macro, on va brosser un état des lieux, chacun avec votre prisme. Alors vous, le vôtre, il est suffisamment planétaire pour que l'on puisse commencer par vous. Bon, alors on va commencer par le début. Les forêts représentent environ 4 milliards d'hectares dans le monde. C'est
un tiers des terres émergées. Et depuis 30 ans, on voit une déforestation un petit peu différente selon les régions. C'est-à-dire que la déforestation depuis 30 ans touche principalement les régions tropicales. On a perdu en 30 ans environ 400 millions d'hectares de forêts tropicales, presque exclusivement. Donc ça fait un taux de déforestation de 13 millions d'hectares par an. Par contre, dans les pays plus tempérés, on gagne par contre de la forêt. En France, on a 2 fois plus de forêt qu'on en avait il y a une centaine d'années. Donc on a cette situation un peu paradoxale, en tout cas assez opposée, entre les régions tropicales qui continuent à déforester, on le voit notamment en Amazonie, et puis les pays plus tempérés qui voient leurs forêts finalement gagner du terrain, soit par des plantations, soit par de la régénération naturelle, parce que on produit plus sur un hectare de blé, par exemple, qu'on produisait il y a 30-40 ans. Donc l'intensification agricole a également permis de produire plus sur moins de terres, et donc il y a eu un exode rural qui a fait qu'aujourd'hui en France et en Europe, plus de 80% de la population est urbaine. En milieu tropical, c'est un petit peu différent, notamment en Afrique où la population urbaine n'est que de 50%. Donc cette urbanisation a fait que des terres agricoles ont été abandonnées, et l'intensification a fait qu'on produit toujours plus avec moins de terres, et donc la forêt regagne un petit peu du terrain en pays tempérés. Par contre, la forêt tropicale, qui est quand même l'écosystème terrestre le plus riche en espèces, elle disparaît toujours à un rythme alarmant. J'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, et je suis plutôt à la fin de ma carrière, et je ne vois pas trop de lueur d'espoir, même si il y a quelques années, par exemple au Brésil, on a pu voir quand même des réussites en termes de lutte contre la déforestation, mais on pourra peut-être en parler un peu plus tard. On va y revenir, Cécile Goub. Nous, on est plutôt acteurs sur la forêt en France, donc je vais recentrer sur cette partie-là. C'est voulu, on est parti de manière un peu macro. Je rejoins vos propos, je connais moins la situation dans le monde, mais enfin, on en entend bien parler, on se renseigne là-dessus. Et je suis d'accord avec vous, en France, la forêt gagne du terrain, donc à peu près, oui, on a fait x2, on est passé de 8 à 17 millions d'hectares entre le début du XXe siècle et aujourd'hui, donc la forêt s'agrandit en surface. Après nous, notre position aujourd'hui aussi, c'est de dire qu'en France... naturellement, ou elle s'agrandit par l'action de l'homme? Alors, elle s'agrandit un peu des deux. Après, il y a beaucoup d'accrues, beaucoup de régénération naturelle ou d'accrues, donc de la forêt qui gagne du terrain. Et c'était le cas d'ailleurs quand il y a eu les gros exodes ruraux. De la forêt, la nature a horreur du vide. Donc, et la forêt est assez forte pour ça, notamment les feuillus, particulièrement, pour regagner des terrains si on les abandonne. Après, notre position, c'est de dire qu'aujourd'hui, la forêt, certes, gagne du terrain, mais elle manque en gestion. Elle est plutôt sous-exploitée que surexploitée en France, bien sûr, je recentre sur la France. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire en France. C'est certainement pas la même chose à faire dans les forêts tropicales que dans les pays tempérés, notamment en France. Donc, nous, on estime qu'il y a un manque fort de reboisement et de renouvellement des forêts en France, pour qu'on puisse demain avoir des tables en bois, des parquets en bois, du papier, du carton. Du papier surtout, il nous en manque en ce moment. Voilà, donc il y a beaucoup de choses encore à faire pour continuer à gérer, mieux gérer ces forêts en France et dans le monde, mais de façon différente. Puis aussi, si vous souhaitez juste rajouter que la France est le seul pays européen à avoir 8 millions d'hectares de forêt tropicale en Guyane française. Et donc cette forêt tropicale amazonienne est en danger, beaucoup moins en danger qu'en Amazonie brésilienne, par exemple, mais il y a quand même ce problème de orpaillage illégal qui pose vraiment beaucoup de problèmes. En tout cas, on peut être fier d'avoir la seule forêt tropicale européenne qu'il faut absolument conserver. C'est à noter. Stéphane Allaire, sur les 4 milliards d'hectares qui comptait, je crois, plus de 20 millions et quelques d'arbres plantés. Reforestation ? Oui, non, oui, on a... sur 10 ans. Voilà, on a 11 ans, on a mené 1000 projets dans un peu moins de 40 pays, partout en Europe, partout en France, et puis sur tous les continents, comme je disais en introduction. Et nous, ce que l'on voit, je ne vais pas paraphraser Plivio, mais les forêts primaires, elles représentent 1,3 milliard d'hectares dans le monde, sauf qu'elles sont déforestées. Et les forêts secondaires, c'est-à-dire celles touchées par l'homme, elles sont en croissance, mais la qualité baisse et la biodiversité baisse. Et à cause
ce qui pourrait être lié au changement climatique, puisqu'il y a des aléas biotiques et abiotiques, comme on dit dans le métier, les tempêtes, les maladies, les incendies, les sécheresses, les clous de gel et autres glissements de terrain qui viennent détériorer la qualité des forêts, même ici en France. L'Est de la France le sait très bien avec les scolites sur les épicéas, mais c'est un phénomène qui a lieu un peu partout. Rendez-vous compte, maintenant il y a des feux de forêt en Sibérie, des feux d'été, et ça c'est pas une bonne nouvelle du tout. Donc moi mon constat c'est que l'état des forêts se dégrade, continue de se dégrader, mais on fait partie de ces nombreux acteurs qui agissent quotidiennement en faveur de la restauration des forêts et de la protection des forêts. Et ça c'est plutôt, je trouve, un message d'espoir, même si c'est vrai qu'en 30 ans... il y a du positif et du négatif. Et justement, c'est tout le sens de ce forum Le Monde Nouveau, c'est que de braquer les feux sur toutes les initiatives et de les mettre en convergence pour créer une dynamique beaucoup plus générale. Et surtout des prises de conscience, on y reviendra. Maxime de Rostolan, sur cette fameuse problématique de la gestion. Alors, moi, je vais plutôt parler d'agroforesterie. Plus que d'agriculture. Pardon ? Plus que d'agriculture. Oui, enfin, l'agroforesterie est un des outils indispensables de l'agroécologie. Il faut savoir que, alors déjà, l'État, selon la police, les chiffres disent qu'il y a 2 millions d'hectares de la surface agricole qu'on peut convertir dès aujourd'hui, enfin, depuis 2012, puisque l'étude date de 2012. Dès aujourd'hui, on pourrait convertir 2 millions d'hectares de la surface agricole à l'agroforesterie. C'est-à-dire que si on plante 50 arbres par hectare en intraparcellaire, déjà, il y a déjà beaucoup de boulot et il faut s'y mettre. Juste pour revenir sur l'histoire, parce que on sait tous qu'on a perdu nos bocages. Je vous ai dit tout à l'heure, on a perdu 750 000 km de haies. En fait, il y a une légende commune où tout le monde croit qu'à la fin de la guerre, on manquait de bras et il a fallu prendre des tracteurs, etc. Juste pour info, le dernier ticket de rationnement en France, il est en 48. Donc en 49, la France a plus faim. Le gros de l'industrialisation de l'agriculture, c'est les années 60. C'est sous Edgar Pisani. Et donc c'est là qu'ils ont arraché massivement les haies. Ils ont fait venir des tracteurs des États-Unis. Et donc ceux qui vendaient des tanks ou quoi se sont mis à faire des tracteurs. Ceux qui vendaient des produits explosifs, notamment l'agent orange de Monsanto, se sont mis à vendre des pesticides et des produits de synthèse. Et donc ils ont dit, si vous voulez qu'on vous aide à vous reconstruire, vous prenez nos produits et vous prenez notre modèle. Et ça a impliqué d'arracher des haies. Quand on arrache les haies, toutes les parasites et toutes toutes les parasites qui étaient à l'époque sur les haies se sont rabattus sur les cultures. Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu inventer des insecticides. Et en fait, on est rentré dans une fuite en avant depuis une cinquantaine d'années. Et le remembrement est passé par là. Ça s'appelle le remembrement. En fait, on remembre, c'est-à-dire qu'en gros, on enlève ce qui séparait, on fait le remembrement. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans ? En fait, depuis 50 ans, l'agriculture industrielle et chimique a fait perdre donc 30 à 50% de la matière organique de nos sols, donc l'humus, la couche arable. Et vous le voyez d'ailleurs, au printemps, quand il pleut fort, les fleuves sont marrons. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de racines pour retenir, et donc la terre part. Et il faut 100 ans pour reconstituer 1 centimètre de sol. Donc ça va être compliqué quand même de récupérer ça, mais il faut s'y mettre dès maintenant. Et un des premiers outils dont on dispose, c'est l'arbre. Et donc, nous, on essaye de pousser. Alors, les agriculteurs, évidemment, ils ne veulent pas prendre ça à leur charge. Et donc, il faut qu'on les aide. Et moi, tout mon combat, c'est de dire, c'est du service public. On a bien vu, du jour au lendemain, il a fallu des masques, et quoi qu'il en coûte, on a équipé la population de masques. Et bien en fait, quand il fera 55 degrés, non plus à 100 bornes en dessous de chez nous, parce qu'il a fait 50 degrés en Algérie en juillet dernier, quand il fera 50 degrés ici, du jour au lendemain, on dira il faut des arbres. Le problème, c'est que les arbres, c'est pas du jour au lendemain. Ça se prépare un petit peu, mais le quoi qu'il en coûte, moi j'y reviens, c'est du service public. Si jamais, là il y a un rapport qui est sorti récemment et qui dit que les effets du dérèglement climatique vont laminer nos économies. Donc il faut raisonner, on parle du monde nouveau. Dans le monde nouveau, on raisonnera avec un autre logiciel que celui du PIB, de la croissance, qui ne considère qu'une seule chose, c'est le capital financier. Et en fait, si on considère que le capital financier, une marée noire, ça fait du PIB, ça fait de la croissance. Une marée noire, c'est donc bon pour le pays. C'est dingue. Évidemment qu'on va dans le mur avec ce logiciel. Il faut rajouter à ce capital financier qu'on va conserver, bien sûr, c'est pratique. On va rajouter le capital naturel et le capital humain et faire une comptabilité en triple capital
Et à ce tarif-là, beaucoup des agriculteurs industriels vont changer de méthode, parce que si jamais c'est à eux de régler la facture des dégâts que provoque leur technique, algues vertes, problèmes de santé, etc., et bien en fait, ils vont arrêter de le faire. Et je termine juste sur ça, sur la vision générale de l'agriculture. L'agriculture, on sait très bien qu'elle a eu un impact, elle a un impact énorme sur le climat, sur la biodiversité, on a perdu 60% des animaux sauvages, sur la santé, sur la qualité de l'eau. Et en fait, si au moins ça crée de l'emploi, si au moins ce modèle crée de l'emploi, on pourrait le défendre, on pourrait dire mais oui, mais en fait, il faut de l'emploi. Et juste ce modèle a détruit 80% des emplois du secteur en 30 ans. Donc ça ne fonctionne pas et l'agroforesterie fait partie des outils dont dispose l'agroécologie pour changer. Stéphane Heller, vous voulez réagir? Je voudrais faire un lien entre l'agroforesterie et la forêt, parce qu'il y en a un très fort. Alors en France, évidemment, l'agroforesterie permet de contribuer à faire des corridors écologiques entre différents écosystèmes forestiers, par exemple, ou pas forestiers. Mais dans les zones intertropicales, l'agroforesterie est un merveilleux outil de lutte contre la déforestation. Puisque généralement, il faut savoir que la vaste majorité de la déforestation est due à l'extension des surfaces agricoles. On déforeste pour augmenter les surfaces agricoles. Pour cultiver, bien sûr. Pardon ? Pour cultiver. Pour cultiver. Et vous avez, suivant la région du monde dans laquelle vous vous trouvez, vous avez soit des agro-industriels qui vont défricher de grandes zones pour y mettre du soja, du bétail, si vous êtes en Amazonie par exemple, ou du palmier à huile en Indonésie. Et puis en Afrique, là, le phénomène est un petit peu différent, c'est qu'on va plutôt être sur de la micro-agriculture, c'est des paysans qui ont 1 hectare et qui ont besoin d'un 2e hectare pour augmenter leur production et donc leurs revenus et donc leur niveau de vie. Et évidemment, les deux situations ne sont pas considérées de la même façon. Mais quand vous avez un paysan qui a 1 hectare et qui crève la faim, pour dire les choses un peu comme elles sont, eh bien, on peut difficilement lui reprocher de vouloir améliorer ses conditions de vie. Mais vous prenez son hectare d'arachide, par exemple, au Sénégal, et puis vous mettez une haie et des arbres en intraparcellaire, en mode agroforestier. Il va augmenter les rendements de sa culture, parce que les arbres, comme le soulignait Maxime, les arbres ont un impact considérable sur le climat, mais aussi sur la qualité des sols. Ils génèrent la pluie. Ça retient les sols, ça l'enrichit. Si vous avez, je sais pas, des acacias là-bas, ça va enrichir les sols en azote, ça va améliorer le rendement des cultures. Mais aussi, ça va améliorer ses revenus, parce que je parle des acacias, mais je pourrais parler des citronniers, je pourrais parler des manguiers, je pourrais parler d'un tas d'arbres qui produisent des produits ligneux ou non ligneux, c'est-à-dire du bois ou des fruits, on va dire. Et par conséquent, sur un même hectare, le paysan va pouvoir avoir des revenus supplémentaires et ne pas avoir besoin d'aller couper 1 hectare de plus dans la forêt primaire d'à côté. Ça, nous, on le voit tous les jours. Et c'est le cas d'école que l'on adore parce que on agit à la fois sur la protection des écosystèmes primaires, on agit à la fois sur la restauration de terres dégradées sur les surfaces agricoles de plus en plus pauvres à cause en partie des produits phytosanitaires. Et on a un rôle très important sur le développement social dans des pays qui en ont drastiquement besoin. Allez-y. Et les agriculteurs découvrent ce que c'est la retraite aussi. Alors voilà, on va revenir. Parce qu'en fait, ils ont des arbres à la fin, ils peuvent les couper pour en faire du bois d'œuvre et ils découvrent le concept de retraite. Nous allons revenir sur cette notion à la fois de gestion et de ce modèle économique autour de la forêt. Mais Cécile Goub, quand on érige une coopérative comme la vôtre, quand on est dans le tissu associatif comme le vôtre, on souhaite sensibiliser, innover, comment on se positionne par rapport à ce constat? Alors, vous pouvez juste repréciser l'agroforesterie. L'agroforesterie. Mais nous, on fait de la foresterie essentiellement. On est appelé par des agriculteurs pour les aider aussi en agroforesterie. Donc il y a une prise de conscience quand même. Il y a une prise de conscience et puis il n'y a pas d'opposition entre agroforesterie et foresterie. Enfin, vous le disiez, les corridors peuvent rejoindre 2 milieux forestiers. Pour la biodiversité, c'est top. Pour certaines espèces qui en ont besoin pour bouger, etc., c'est positif aussi. Et dans la coopérative que nous avons, il y a beaucoup d'adhérents qui sont des agriculteurs à la base. Beaucoup de propriétaires forestiers sont aussi agriculteurs, donc nous on peut aussi les accompagner pour faire soit sur des parcelles où ils ne veulent plus cultiver de la forêt, pour le coup de la foresterie,
soit les accompagner, soit nous directement, soit avec des associations, parce que ce n'est pas notre métier premier, sur de l'agroforesterie avec des haies, des choses comme ça. Je pense que les deux sont très complémentaires. Donc, que ce soit le plan de relance, les aides de l'État, alors il y a quelques millions qui ont été mis sur la table, c'est un premier pas. Nous, on est d'accord, c'est pareil, il faut aller plus loin sur le renouvellement forestier, mais ce n'est pas opposé au renouvellement agroforestier. Au contraire, les deux sont nécessaires. Ce ne sont pas les mêmes arbres, ce ne sont pas les mêmes graines, ce ne sont pas les mêmes plants, ce n'est pas les mêmes techniques. Et ça n'apporte pas les mêmes choses aux agriculteurs, aux propriétaires forestiers que nous représentons. C'est important de le préciser. Pino VI, nous sommes là au cœur de la problématique de l'interaction entre l'homme, l'humain et la ressource. Oui, enfin, l'agroforesterie est un des outils de restauration, pas le seul. Si je prends l'exemple de l'Amazonie, on donne un petit peu l'image un petit peu simpliste que c'est ce qu'on appelle l'agronégoce, les grands exploitants forestiers qui plantent du soja ou j'aime bien dire qui plantent des vaches. Mais il y a des millions de petits agriculteurs dans les années 70, 80, 90 qui sont venus en Amazonie, incités par l'État pour coloniser l'Amazonie. Et ces petits agriculteurs ont aussi défriché, ont aussi mis du pâturage pour avoir des vaches et vendre sur le marché pour améliorer. Et ils ont amélioré leurs conditions de vie. Donc la déforestation a eu un effet positif sur leurs conditions de vie. Ce que soulignait Maxime de Rostolan. Il y a quelques années, nous avions... et donc le code forestier, par exemple, au Brésil, on vous donne 100 hectares et vous devez conserver 50% au moins de votre propriété. Vous devez la garder en couverture forestière. Et tous les agriculteurs qui ont travaillé avec nous dans un projet financé par l'Union européenne pour concilier justement l'utilisation des terres agricoles et gestion forestière, ben, ils me disaient... oui, nous, dans les années 80, on nous incitait à tout couper. Aujourd'hui, on nous dit de protéger 50%. On est montré du doigt comme si on était les destructeurs de l'Amazonie. Mais moi, je ne sais pas quoi en faire de mes 50 hectares de forêt. Mes 50 hectares de forêt, si j'exploite 3-4 arbres à l'hectare, je vais avoir des revenus pendant 2-3 ans. Et puis, le code forestier exige que j'attende 40 ans. Qu'est-ce que je fais pendant 40 ans? Et donc, il y a là une problématique qui est bien plus complexe. La temporalité. La temporalité. Lorsqu'on plante des arbres, on ne les plante pas pour soi, on les plante pour ses petits-enfants. Bon, ça, tout le monde le sait. C'est une maxime que tout le monde connaît. Donc, quelle est la place de l'arbre? Quelle est la place de l'agroforesterie? Quelle est la place des forêts naturelles? Elles n'ont pas du tout le même rôle que les agroforêts. Et puis, la place de l'agriculture. On déforeste aujourd'hui encore en milieu tropical parce que finalement... la luxuriance de la forêt tropicale est à l'inverse de la richesse de ces sols. C'est-à-dire que les forêts tropicales, elles vivent sur un sol très très pauvre. Tous les éléments minéraux sont recyclés pratiquement à l'infini et au temps présent. Et ça veut dire que lorsqu'on coupe la forêt, on détruit ce cycle. Et donc, l'humus, qui en France fait plus de 50 cm, sous les tropiques, c'est quelques centimètres. Et donc, au bout de 2-3 ans, eh bien, votre sol s'est épuisé. Et comme les petits agriculteurs en particulier n'ont pas les moyens techniques de faire de l'agroécologie, d'essayer de préserver justement par une couverture végétale la vie biologique des sols, et bien au bout de 3-4 ans, le sol ne produit plus et on avance constamment sur la forêt. Oui, peut-être un petit complément, parce que là on parle de déforestation donc dans les forêts tropicales pour l'agriculture. Il y a une autre raison à la déforestation, c'est aussi pour avoir le bois. Dans certains cas, c'est pas forcément aux mêmes endroits, c'est pas sur les mêmes espèces, etc. C'est le cas en France aujourd'hui, on manque de bois. On manque de bois en France, et je pense qu'il est important, pour lutter contre la déforestation importée, quelqu'un en a parlé au démarrage, il faut planter plus d'arbres en France, mieux gérer les forêts françaises, et il vaudrait mieux que ce soit les industries françaises qui achètent le bois en France et qui fassent des meubles français pour qu'on puisse tous les utiliser, et des maisons à construction bois qu'on adore tous ici, sauf qu'on veut des maisons en bois, et on ne veut pas couper les arbres. Alors, il faut faire le lien entre les deux, pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle condition. Il y a un code forestier en France qui est ultra strict quand même. On ne plante pas ce qu'on veut comme on veut, on ne fait pas les opérations qu'on veut. Je pense qu'il faut reconnaître ça. Il y a des certifications, vous en avez parlé aussi à l'international et en France. Et il faut promouvoir cette gestion forestière française aussi pour lutter contre la déforestation à l'international. Et plutôt qu'importer des bateaux entiers de bois du Brésil, on ne sait pas toujours, des fois on ne sait pas toujours de quel type de forêt ça vient et comment ça a été géré. Produisons le bois en France et renouvelons la forêt en France pour avoir cette ressource pour nos industries. Et nous avons suffisamment de foncier pour ça? Nous avons le foncier en France pour ça. Nous avons largement le foncier en France pour ça. Il y a plein de choses à faire en France qui ne s'opposent pas à des forêts de protection. On a en France un réseau, par exemple Natura 2000, qui couvre, je pense, à peu près entre 15 et 20% de la surface forestière. Donc il y a des choses qui sont protégées. On ne fera pas ça partout. Mais il y a certainement des forêts où il faut produire plus, d'autres
moins, plus les protéger. Et puis après, il faut combiner avec les questions paysagères, de loisirs. Il y a d'autres sujets qui entrent en jeu, mais soyons conscients qu'il faut faire plus en France. Il faut exploiter plus la forêt en France, la gérer mieux, pour avoir plus de bois aussi ici, sur notre territoire. Le message est passé. Aujourd'hui, le meilleur moyen de protéger les forêts, c'est de leur trouver un rôle économique. C'est qu'elles fassent en sorte qu'elles rapportent de l'argent. C'est le premier moyen d'assurer leur pérennité. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois. C'est que si on impose à quelqu'un d'entretenir 50% de son terrain en pure perte, au final, la tentation va être grande d'y intervenir quand même illégalement. Et donc, ce rôle économique, la difficulté, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas antinomique avec la restauration de la biodiversité et l'augmentation du puits de carbone, qui sont quand même des enjeux majeurs qui nous concernent tous. Et c'est là où l'agroforesterie aussi joue un rôle important, puisque là, on est vraiment sur un paysage qui a vocation à être rentable et dans lequel on réintroduit de l'arbre. Mais la forêt, si on veut qu'elle perdure dans bien des régions du monde, il faut qu'elle produise aussi de l'argent. Et donc, souvent, ça passe par du bois, ça peut passer aussi par du carbone maintenant. On produit du carbone, la forêt produit du carbone. Ouais. Alors, moi, quand j'ai commencé ma carrière au CIRAD, qui à l'époque s'appelait CTFT, Centre Technique Forestier Tropical, on m'avait dit, effectivement, si on arrive à générer des profits sur l'exploitation forestière des forêts tropicales. Alors, je rappelle qu'en forêt tropicale, la gestion forestière, l'exploitation ne concerne que quelques arbres à l'hectare, hein, ce n'est pas des coupes rases, c'est 5-6 arbres à l'hectare selon les régions. Eh bien, on va permettre sa régénération et on va lui donner de la valeur, donc on ne va pas la détruire. Sauf que un hectare de pâturage rapporte 10 à 20 fois plus et sur le court terme. Sauf que si je veux, moi, gérer ma forêt selon le code forestier, j'ai beaucoup de contraintes. Et à côté, j'ai mon voisin qui fait de l'exploitation illégale et qui n'est absolument pas inquiété, ou qui déforeste et qui alimente le marché avec du bois de la déforestation. Donc, ça ne lui a coûté rien. Et c'est pour ça que en fait, la déforestation en milieu tropical, c'est la forêt qui génère sa propre perte parce qu'on prend les quelques bois les plus précieux et ensuite on finance, grâce à ce gain, la déforestation, la conversion de la forêt en pâturage. Donc, certes, et je le crois encore malgré toutes ces années, je crois effectivement que gérer de façon durable les forêts est un moyen efficace de les préserver. Encore faut-il qu'il n'y ait plus de déforestation, qu'il n'y ait plus d'illégalité et que surtout, on donne un prix juste à des bois tropicaux qui ont plus de 200, 300 ans et qu'on achète ou pour faire du contreplaqué ou qu'on achète pour faire des utilisations absolument pas nobles. Et donc il faut aussi diversifier notre vision de la gestion forestière, la diversifier grâce notamment à des plantations pour des usages beaucoup moins nobles que des bois issus des forêts naturelles. Maxime de Rostolan, vous allez nous parler de Blue Bees, une opération de crowdfunding que vous avez pilotée ou à laquelle vous avez participé, Blue Bees. Et justement, à travers ça, dès lors qu'on parle d'argent, d'investissement pour certains, de dépenses pour d'autres, est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience, une sensibilisation efficace? Y a-t-il une participation croissante à ce style d'opération, d'initiative? Bien sûr, enfin, on sait tous que ça chauffe et plus les années passent, plus les gens sont convaincus et plus ça se rapproche. Donc oui, et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre une partie de leurs économies, à les sortir des banques classiques pour les mettre sur des projets qui font du sens. Donc on est bien là sur l'intérêt économique de l'agroforesterie, de la forêt? Oui, mais en fait, le biais de voir ça par cet unique spectre-là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'une marée noire ou un cancer, c'est rentable pour l'État. Enfin, il faut commencer à mesurer. Regardez, les inondations en Allemagne, elles ont en quelques heures englouti quelques milliards d'euros de l'économie du PIB. Enfin, il faut à un moment savoir ce que ça va nous coûter vraiment. Et il est beaucoup plus rentable aujourd'hui d'investir dans la préservation de nos écosystèmes que de continuer à les détruire à court terme pour derrière réparer ce que ça va coûter. Alors bien sûr, c'est vachement plus facile pour les personnels, pour les politiques, hein, eux, de toute manière, leur échéance, elle est à 5 ans maximum, donc c'est là-dessus qu'ils voient. Mais moi, je pense que sur la partie économique, il y a un moment où il faut vraiment
raisonner sur l'ensemble des externalités. Qu'est-ce que ça coûte les algues vertes? Est-ce que Justin Bridoux a intérêt à continuer à faire ça? Oui, tant qu'en fait, c'est pas eux qui sont tenus pour comptables des dégâts qu'ils font. Et là, je pense que c'est vraiment et une vision politique et une pression citoyenne pour dire arrêtez de nous prendre pour des jambons. Enfin, moi, je ne mange pas de viande et mes impôts vont payer pour réparer les dégâts de Justin Bridoux. Je les prends eux, mais voilà, de l'élevage industriel en Bretagne. Et je suis pas hyper d'accord, quoi. Je suis pas hyper d'accord. Stéphane Allaire, on parle d'économie, on parle d'impact sociétal finalement, d'environnemental. Peut-on penser que la forêt est réellement multifonctionnelle? Oui, elle est multifonctionnelle. Vous auriez pu dire non, il aurait fallu argumenter. Vous voulez un complément? La forêt est multifonctionnelle. Alors ça veut dire quoi multifonctionnelle? C'est qu'elle apporte plusieurs fonctions en même temps. Moi je suis un fervent défenseur du en même temps, du coup, en ce qui concerne la forêt en tout cas. C'est ce que le débat traduit. Hein. Je dis ça pour Maxime qui va me casser la gueule dans 2 minutes. Mais en gros, la forêt, bon, ok, il y a la biodiversité, qui n'est pas une fonction, hein, qui est bien plus que cela. Il y a l'impact climatique, il y a l'économie, il y a la beauté des paysages, il y a le bien-être, il y a la santé. Quand vous allez en forêt, vous renforcez vos défenses immunitaires, vous baissez votre niveau de stress sympathique. Donc, la forêt, c'est tout ça, elle sert plusieurs fonctions. Et moi, je crois qu'il faut respecter chacune de ces fonctions dans chaque forêt, qui peuvent être plus ou moins spécialisées, plus sur du bois, plus sur de la biodive, etc., mais pas mono-service. Je trouve que c'est une approche qui a beaucoup de limites. Surtout que dans les forêts multifonctionnelles, ce qu'on va chercher aussi, c'est de la résilience face au changement climatique. Le climat change tellement vite aujourd'hui que beaucoup de forestiers d'ailleurs en France et ailleurs ne savent plus quoi planter dans leur forêt parce qu'il faut que l'arbre tienne le climat de 2100. Quel sera le climat de 2100 à Montpellier? On posera la question à Plinociste, peut-être qu'il a une idée, voilà. Avec le CIRAD. Mais où situez-vous le seuil de tolérance de la forêt, sa capacité de résilience? Eh ben justement, de nombreuses études montrent, et puis alors je serais intéressé de t'entendre là-dessus, mais que ce sont les forêts diversifiées qui sont les plus résilientes face au changement climatique. Donc cette diversification des essences est aussi un facteur positif pour la multifonctionnalité, puisque vous avez de différentes essences qui vont servir, qui vont avoir apporter différents services. Pinociste, donc? J'ai pas ma boule de cristal pour dire quel climat il fera en 2100. En tout cas, on peut imaginer ce que ça peut engendrer. On en a déjà quelques prémices. Ah ben je crois qu'on le voit de plus en plus, hein, depuis 4-5 ans, le changement climatique est en marche. Et un de vos intervenants ce matin disait qu'il va falloir s'adapter parce que tout ce qu'on a émis comme CO2, il ne va pas disparaître. Et que donc, on va vers un changement climatique et on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Donc il va falloir s'adapter, savoir quelles essences on va planter, pas seulement en France, mais aussi en milieu tropical. Et il va falloir aussi préserver les forêts naturelles, les forêts restantes. On parlait de forêts primaires, même les forêts tropicales, les 3/4 ne sont plus primaires, elles sont plus ou moins dégradées, plus ou moins utilisées. Et on voit bien que plus ces forêts sont dégradées, plus elles sont en même temps vulnérables aux sécheresses, mais aussi au feu. Et que donc, si on essaye de préserver ces forêts et si on les aide à se régénérer, eh bien, on interviendra sur la prévention des feux, parce que les incendies vont se répéter. Et tu disais, il y en a en Sibérie, il y en a partout, et aucune région au monde aujourd'hui va être épargnée. Et donc, il va falloir proposer des politiques de préservation, de prévention des feux très, très, très ambitieuses. Parce qu'une fois qu'un feu est parti, on voit bien les États-Unis, les Australiens, qui sont quand même habitués, qui ont des moyens techniques. La clape pas loin et quelques bois voilà. Pas donc, si loin d'ici. Si avec tous les moyens techniques qu'ont les Américains ou les Australiens, on n'arrive pas à éteindre ces méga-feux, eh bien c'est plutôt dans la prévention. Alors je ne dis pas qu'il faut, il ne faut plus payer les moyens techniques d'éteindre les incendies, mais avec la prévention, on pourra limiter l'impact de ces incendies et peut-être, avec les moyens techniques qu'on a, les combattre lorsqu'ils se déclarent. Et nous pouvons mettre aussi en perspective le problème de la gestion de l'eau, inévitablement, qui est tout à fait La gestion de l'eau est très intimement liée à la gestion et à la préservation des forêts. Cécile Goub?
Oui, peut-être un complément par rapport à ces questions de diversité et de résilience, c'est le travail un petit peu de tous les jours du forestier, qui fait des analyses, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Il y a des analyses de sol, de climatologie, de topographie, tout ça est quand même bien étudié. Il y a des logiciels même maintenant qui ont été développés pour aider les forestiers, parce que comme vous le dites, le petit forestier est quand même bien humble par rapport à la nature, à ce qu'il va planter. Et nous, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y aura en 2100, même pas en 2030 ou 50, c'est quand même compliqué. Mais d'où l'intérêt aussi de mener des projets de recherche et développement et de venir avec des nouvelles essences, voire des nouvelles provenances. Donc oui, on importe des graines d'un certain nombre d'autres pays. Vous pouvez en citer quelques-unes? Par exemple, sur le Douglas, on essaie des provenances différentes. On était dans le nord. C'est un pin, le Douglas? C'est un pin. On était plutôt dans des provenances nordiques. On va prendre des provenances qui viennent plus du sud, parce qu'il faut essayer. Donc on fait des tests, alors grâce à de la recherche, à des choses appliquées sur le terrain. Et il ne faut pas avoir peur, alors certains vont me dire, waouh, le gros mot, de parler de migration assistée. Le changement climatique va bien plus vite que ce que la nature ne peut s'adapter seule. Donc oui, la main de l'homme n'est pas indispensable partout, je ne suis pas là pour dire ça. Par contre, elle est absolument nécessaire dans un certain nombre de cas, et c'est à nous d'accompagner. Le changement climatique va trop vite, les espèces ne s'adapteront pas aussi vite que ça. Donc là où la régénération naturelle est adaptée, où elle marche bien sûr, faisons de la régénération naturelle, ce qui ne veut pas dire ne rien faire. C'est une technique compliquée et il faut l'accompagner, la régénération naturelle. Là où elle n'est pas adaptée, où les essences sont à bout de souffle, où on se dit elles ne le sont pas aujourd'hui, mais elles le seront dans 10 ans, c'est à nous, forestiers, d'intervenir. Il faut parfois couper un peu plus tôt et planter des nouvelles essences. Donc il ne faut pas avoir peur de parler de ça, parce que sinon, c'est ce que vous disiez, on va droit dans le mur, et puis attendons que la nature fasse toute seule. C'est trop tard là, il faut avancer un petit peu plus vite. Pour éviter le mur, Maxime de Rostolland. Pardon? Pour éviter le mur. Alors, juste, je ne suis pas devin non plus, mais il y a quand même, il me semble, quelques scientifiques qui bossent sur la question et qui arrivent à un consensus qui parle de 2,7 degrés là, pour 2100. C'est difficile de savoir ce que c'est, parce qu'en plus, déjà l'horizon 2100, perso, je serais mort. Il y en aura d'autres. On ne sait pas trop ce que c'est une température globale. C'est hyper dur. Et moi, juste pour que les gens arrivent à se l'illustrer, la Terre, elle a une température d'équilibre, comme notre corps, à 37 degrés. Si on prend 2,7 degrés, on est à 39,7. À 39,7, on n'est pas très bien longtemps. Et en gros, c'est exactement ce qui va se passer. Et on peut toujours se dire oui, mais peut-être qu'ils exagèrent, etc. L'année prochaine, on va fêter les 50 ans du rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance. Je rappelle que ce rapport, qui montrait les courbes et qui faisait une prospective, a été enterré très vite par Jimmy Carter, entre autres. Ils ont dit non mais vous en faites pas, consommez, on gère. Consommez. Et après, plus tard, George Bush père qui a dit notre mode de vie n'est pas négociable, continuez, tout va bien. Le rapport a été donc enterré, mais exhumé dans les années début 2010 par des universitaires australiens qui ont dit ah, il y a 40 ans, il y a des mecs qui avaient fait des prévisions, on va regarder à quel point ils se sont trompés. Et en fait, on voit qu'on est vachement sur les courbes. Donc ça veut dire que ce que disent les scientifiques, il ne faut pas juste se dire oui, voilà, c'est réel. Et juste, il y a une constante depuis 30 ans, c'est que les pires prévisions des scientifiques sont toujours surclassées par la réalité. C'est-à-dire que c'est pas 2,7 degrés, c'est au moins 2,7 degrés. Il y a un rapport qui dit qu'on peut même viser 6-7 degrés. Autant dire que c'est plié. Et qu'est-ce qu'on fait quand on... C'est plié ou ça fixe l'urgence? Pardon? C'est plié ou ça fixe l'urgence? Non, mais l'urgence, elle est fixée depuis, de 92, ce sommet de la Terre. Enfin, ça fait des années qu'on en parle, depuis 72 en fait, vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a de la fièvre? On prend du paracétamol. Il me semble que les arbres pourraient être... La comparaison est délicate, mais parce qu'il y a mais pourrait être un peu le paracétamol du climat. Et je pense qu'il faut absolument, quoi qu'il en coûte, de toute urgence, planter des arbres. Pas n'importe comment. On voit comment ça se fait en Turquie quand on plante n'importe comment. 99% des arbres meurent. Enfin, donc il faut faire les choses intelligemment. Mais il me semble qu'on arrive à envoyer des gens dans l'espace. Voilà, donc on est une espèce intelligente, on arrive à faire des trucs. Je parle pas des gens dans l'espace récemment pour prouver l'intelligence, je parlais de Neil Armstrong. Et donc du coup, on peut le faire, il faut juste se dire que collectivement c'est une priorité, sinon c'est plié, quoi. C'est tout. Je voulais revenir sur la migration assistée des essences. J'ai lu, je ne sais plus dans quoi, peut-être le CIRAD a-t-il sorti le chiffre, je ne sais pas, que le climat évoluait de 500 km du sud vers le nord par siècle.
500 km. C'était un ordre de grandeur. Et la migration naturelle des essences va en moyenne à une vitesse de 50 km. Je ne sais pas si ces chiffres sont fiables, probablement pas, mais ça donne un ordre de grandeur. Et que oui, les arbres se déplacent à travers les graines, le vent, les oiseaux, les animaux, etc. Mais pas à la bonne vitesse. Voilà. Donc c'était pour appuyer finalement cette nécessité intelligente ou cet usage intelligent de la migration assistée qui, c'est vrai, est aujourd'hui nécessaire. Vous savez qu'en Île-de-France, on plante parfois des cèdres de l'Atlas. L'Atlas, c'est au Maroc. Voilà, on est en Île-de-France. Comme nous avons eu ici dans le sud-ouest des bananiers, des palmiers, du kiwi, ils s'en développent tous les jours, et des essences de pommes qu'on ne fait plus venir ici, qu'on est obligé de faire venir un peu plus au nord pour la froideur. Ouais, je voulais revenir sur ce que dit Maxime, je suis tout à fait d'accord. Par contre, le message, je pense que ce n'est pas ton message, planter les arbres, ça ne va pas résoudre tout le problème. Voilà. Ah, on y est. On voit bien que les arbres, certes, absorbent du CO2, les océans en absorbent beaucoup plus, mais si on veut vraiment s'adapter au climat, il faut réduire de façon très conséquente nos émissions de CO2. Et c'est bien là où il faut, en parallèle de préserver les forêts et de les restaurer, il faut vraiment faire un effort sur notre mode de consommation et de réduire notre CO2, parce que sinon, les arbres ne vont pas compenser nos émissions de CO2, ils sont très volontaires, mais au bout d'un moment, ils ont leur propre capacité physiologique. En plus que le changement climatique va faire que certaines espèces vont mourir massivement. Donc, il faut surtout réduire aussi nos comme un filtre qui s'encrasse. Et juste du coup une question, comme ça m'évite de le dire moi, mais et comment on réduit nos émissions de CO2 tout en préservant les forêts tropicales ? C'est un sujet complexe. Il faut d'abord arrêter la déforestation. La déforestation, je crois, représente 12% des émissions de CO2 mondiales, mais c'est que 12%. Il faut également limiter nos transports, avoir moins de voitures, avoir des voitures c'est la viande qui veut plus entendre. écologiques. Alors, la consommation de viande, il faut réduire sa consommation de viande. Oui. Mais il y a pas, c'est même le premier. Enfin, juste, je vous invite à lire le rapport Drawdown de Paul Hawken, 80 chercheurs qui ont bossé pendant 8 ans. Le point principal, c'est notre consommation de protéines carnées. Il faut 10 fois plus de surface pour faire une protéine d'origine animale que d'origine végétale. On n'en a pas besoin, c'est juste du plaisir. Il y a plein de gens qui vivent très bien en étant végétariens. Ça marche. Juste, c'est le premier facteur, enfin, c'est la première des choses à faire. Vous allez les mettre d'accord ? Moi, je suis d'accord avec Maxime, toujours. Par défaut. En fait, je voudrais quand même dire un truc. C'est que souvent... On vous protégera à la sortie, il n'y a pas de souci. Ouais, merci. C'est que souvent, les acteurs de la reforestation sont vus comme les acteurs de compensation carbone qui justifient les émissions de CO2 des grands industriels. Voilà. On est souvent pointé du doigt pour ça. Et moi, je voudrais vous proposer un autre regard. La forêt n'est pas un outil de compensation d'un modèle économique linéaire basé sur l'industrie, sur les énergies fossiles. Le regard que je vous propose, c'est plutôt de voir la forêt comme le point de départ d'une économie basée sur le vivant, sur les ressources naturelles vivantes, et dans une économie circulaire. C'est ce qu'on appelle la bioéconomie circulaire. Cette bioéconomie circulaire, c'est ni plus ni moins l'inverse de ce que l'on fait aujourd'hui à grande échelle. Et moi, c'est ce que j'aimerais voir. J'aimerais que la bioéconomie circulaire soit mainstream, quoi, le plan A. Et en fait, dès qu'on dès qu'on aborde un peu sérieusement la bioéconomie circulaire, on se dit, ok, elle s'appuie sur le vivant. C'est quoi le vivant ? Ben, vous savez, il y a les océans et puis il y a les forêts, en gros. 80% de la biodiversité terrestre est en forêt dans le monde. Donc, si on considère la forêt comme étant l'élément sous-jacent d'une bioéconomie circulaire, je crois que là, on a un regard intéressant sur ce merveilleux écosystème qui est quand même l'expression la plus aboutie de la nature sur les terres émergées. Vous laissez une zone dans la plupart des régions du monde, une zone en libre évolution pendant des centaines d'années, vous avez une forêt au final.
eh bien, c'est cette forêt qui, je crois, peut être vue comme le socle d'une bioéconomie circulaire qui serait quand même, je crois, assez intéressante d'appeler de nos voeux. Nous avons tous bien compris que replanter, en tout cas planter beaucoup plus, porte une grosse partie de l'économie autour de cette agroforesterie et tout ce qui en découle au niveau environnemental et sociétal. Comment peut-on, en parallèle, arrêter la déforestation? Quels sont les outils, les leviers et les poches d'espoir à ce niveau? Parce que si ça revient à courir avec un seau d'eau percé, à la sortie, compte tenu de la temporalité, ça peut être compliqué. Bon, comme je disais, ça fait 30 ans que j'affronte ce problème. Et finalement, lorsqu'on regarde, on parle beaucoup de l'Amazonie depuis des années. Et lorsqu'on regarde l'Amazonie et le cas du Brésil, entre 2004 et 2012, la déforestation en Amazonie a été réduite de 80%. 80%. Pourquoi? Parce que à l'époque, Lula avait décidé de démontrer que le Brésil était une grande nation et qu'il voulait siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc pas du tout des objectifs environnementaux, et que donc pour démontrer que le Brésil agissait contre le réchauffement climatique, partant du constat que 60% des émissions de CO2 du Brésil venaient de la déforestation, il a décidé de réduire la déforestation. Et qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis en place un système qui était déjà opérationnel dès les années 80 de surveillance par satellite des zones qui étaient déforestées chaque année. Ce système estimait donc chaque année le taux de déforestation, mais il permettait aussi aux agences environnementales, et notamment à l'IBAMA, d'aller sur le terrain vérifier si les images satellites disaient vrai, parce qu'il faut toujours une vérification terrain, et lorsqu'ils constataient des infractions, ils appliquaient la loi environnementale. Et ils faisaient payer des amendes qui pouvaient aller jusqu'à la confiscation des propriétés. Donc, le constat, c'est de dire, si on veut vraiment combattre la déforestation, il faut une volonté au plus haut niveau de l'État. Sans cette volonté-là, et on voit bien avec maintenant l'arrivée de Bolsonaro, il y a une impunité. Alors on a réduit le budget de cette agence qui allait vérifier sur le terrain de plus de 50%, et on va payer des militaires dont les dépenses ont augmenté de plus de près de 200% pour aller combattre la déforestation, mais c'est pas leur métier. Donc voilà. La classe internationale a les moyens de faire pression, a les moyens de peser sur ces débats sans faire d'ingérence. La France? La classe internationale. Alors, on va y venir. Mais je finis mon histoire. Donc, on voit bien que cette volonté politique, elle est essentiellement clé. Et les 3 piliers pour combattre la déforestation, c'est avoir un système de monitoring, savoir où se passe la déforestation, qui l'a fait, appliquer les lois environnementales, et la troisième, c'est ce que le Brésil n'a pas encore réussi à faire, donner des alternatives, et notamment aux petits. Parce que ce qu'on s'est aperçu au Brésil, c'est que les grands qui avaient 3-4 000 hectares de pâturage en Amazonie, ils se sont adaptés en investissant. Il y a eu un moratoire sur le soja, etc., parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur terre. Mais ils avaient les moyens de le faire. Mais les petits paysans, eux, n'ont pas d'autres moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques et financiers pour changer de paradigme et faire une agriculture agroécologique. Et donc, ils continuent de déforester. Et c'est là où l'État doit aussi intervenir pour aider ces agriculteurs à respecter le code forestier. Alors, notre rôle à nous, l'Union européenne, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques années, estime que ce que l'on apporte, on serait responsable dans le monde de l'Union européenne par nos importations de 30% de la déforestation. Donc l'idée assez simple, c'est de se dire, tout ce qu'on va importer maintenant, on va exiger un label zéro déforestation. Alors l'idée est effectivement séduisante, la mettre en pratique est compliqué, parce que si on est dans une logique par exemple, de contrôle, et de dire, toi, ton soja, il faut qu'il ne soit pas issu de la déforestation, on va au conflit. Et quand on est dans les conflits, on ne résout pas les problèmes. Et donc, il faut trouver des compromis, pas des compromis, mais une table de négociation où chacun prend son bénéfice. L'Union européenne veut des produits certifiés zéro déforestation. Nous vous aidons à vous adapter à ces exigences, et on pourrait offrir un prix supérieur à ces produits issus de la déforestation. Donc oui, on a un rôle à jouer, mais surtout au niveau européen. On parle beaucoup des importations de soja en France du Brésil.
Ça représente, alors on parle de 3 à 5 millions de tonnes, mais ça ne représente jamais que 2-3% des exportations de soja du Brésil. Vous allez à la table de négociation avec vos 2-3%. Par contre, si vous arrivez à la table de négociation au niveau de l'Europe, là, les importations européennes de soja brésilien représentent 20%. Donc là, vous avez quand même un peu plus de poids dans les négociations. Et du coup, en attendant que les politiques se mettent d'accord, vous pouvez arrêter de manger de la viande qui est donnée avec du soja brésilien. Cécile Goub, alors Autre option, acheter des produits bois français. autre option. C'est pas à la même échelle, on ne parle pas des mêmes choses, mais c'est une autre façon d'agir. Je pense que tous, autant qu'on est en tant que citoyen, on a une certaine responsabilité par rapport à tout ça, dans ce qu'on achète, que ce soit de la viande, du soja, des produits, etc. On a quand même aujourd'hui les moyens, il y a de plus en plus d'efforts qui sont mis sur la traçabilité, savoir d'où ça vient, le local, le bio, etc. Enfin, et les différentes filières peuvent être complémentaires. Sur le bois, c'est pareil, je pense qu'on ne fait pas assez attention quand on va dans les grands magasins, que ce soit de bricolage, que ce soit Ikea, les meubles, etc. C'est très très beau, les meubles en tech. Je ne dis pas que tous les meubles en tech sont faits avec la déforestation, hein, ne vous méprenez pas. Mais on peut savoir d'où ça vient, on peut savoir si c'est du bois certifié, pas certifié. Donc on peut aussi tous s'intéresser à ça et savoir... puis il y a des bois manifestement qui ne sont pas produits en France. On le sait, il y a des essences qui ne poussent pas en France. Alors, et le changement climatique ne va pas arranger tout ça. Donc il y a des très beaux bardages en Douglas français, il y a des charpentes en Douglas ou en pin français. Il y a des choses qui sont faites ici et c'est aussi une façon à la fois... à l'échelle correspondante d'intervenir par rapport à des possibles déforestations et aussi de favoriser, tu disais Stéphane, l'économie circulaire et locale. Produire en France, gérer les forêts en France, c'est de l'emploi non délocalisable. Donc c'est en France, c'est dans les territoires. On parlait des gens qui habitent essentiellement en ville. Nous, nos salariés... allez, il y en a 1%, 5% peut-être qui habitent en ville. Ils habitent tous dans des coins. Je vous donne les bureaux, vous ne savez pas du tout où c'est. C'est au fin fond de la Corrèze, au fin fond des Landes. Ils sont au cœur des territoires, au cœur des forêts. Et c'est là qu'on crée l'emploi et l'économie, la valeur ajoutée. Et ce que tu disais, si on ne valorise pas, s'il n'y a pas de valeur en forêt, comment voulez-vous qu'on les protège? Comment voulez-vous? Pour lutter contre l'incendie, il faut des moyens. Donc les moyens, on peut dire, l'État est richissime, il va les mettre, ça ne va pas marcher. Si les forestiers ont un peu de revenus, si on rentre dans la question de la gestion durable, dans durable, il y a l'économie, et il y a l'environnemental et le sociétal, on pourra faire des choses sans valeur ajoutée. On ne gérera pas les forêts, donc plus d'incendies, plus d'attaques, moins de forêts mélangées, moins de bois pour demain. Voilà, c'est un tout. Alors vous parlez d'emploi, de nombreux internautes nous suivent sur nos différents lives. Il y a un internaute qui vous pose une question, monsieur Allaire. Est-ce que vous embauchez? Nous aussi. C'est le sujet. Alliance Forêt-Bois embauche, le CIRAD embauche. Vous avez tous des postes à pourvoir, Maxime de Rousselin? Si, dans les projets. Nous, là, on lance une coopérative de transport de passagers à la voile et on va embaucher pas mal là-dessus. Il faut des marins, ou des pieds marins. Et Reforest Action aussi embauche. On embauche différents profils, des forestiers entre autres, mais pas que. Quel autre profil ? On est une entreprise, hein, donc vous avez tous les profils que vous trouvez en entreprise. Donc vous avez notre ingénierie, c'est la forêt et l'agroforesterie en forêt tempérée et tropicale. Donc voilà, ce sont des métiers assez pointus. Il y a des personnes, il y a des commerciaux, il y a des communicants, il y a des gestionnaires, il y a qu'est-ce que j'oublie ? Ils vont m'en vouloir si je les oublie. La communication, le marketing, savoir parler des forêts, savoir donner envie d'agir. Et savoir informer. Et d'ailleurs, je voudrais, puisque j'ai le micro... Attention que je ne vous le coupe pas, ce que vous allez dire. Hein. S'il s'agit de communication. On parle de biodiversité et de forêt, et souvent on ramène la biodiversité à la forêt primaire. Mais moi, j'ai rencontré le ministre de la forêt du Gabon, il n'y a pas longtemps, et il dit, la forêt du Gabon, elle n'est pas primaire. Hein. Et pourtant, dans les forêts équatoriales, primaires, vous avez l'Amazonie, vous avez le bassin du Congo avec le Gabon qui tient la dragée haute à tous les autres pays, et puis vous avez l'Indonésie. Et bien lui, il dit, ma forêt n'est pas primaire. Parce que la définition d'une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a pas été touchée par l'homme. C'est ça, primaire. Et secondaire, c'est qui a été touchée par l'homme. Il y a peut-être d'autres définitions là-bas. Or, la forêt du Gabon, elle est touchée par l'homme. Il y a des populations qui vivent dans ces forêts depuis des générations, et qui l'exploitent et qui l'utilisent, sauf qu'ils le font de façon extrêmement durable,
Ils y prélèvent, enfin ils maintiennent ce qu'on appelle le stock de biomasse en permanence, et ils le font en bonne intelligence. Et moi je trouve que c'est une vision sympathique de la forêt primaire, parce que ça n'oppose pas l'homme à la forêt. Ça montre que oui, on fait partie de l'écosystème forestier au final, où on peut en faire partie sans la dégrader. Et c'est aussi ça le message que j'ai envie de faire passer, c'est que cette biodiversité forestière qu'on veut protéger, eh ben, elle nous concerne aussi puisqu'on en fait partie. Pierre VI, vous souhaitez réagir? Ouais, on pourrait faire un cours sur le concept de forêt primaire. Forêt primaire, c'est une forêt qui ne montre pas de traces visibles, tangibles de l'occupation humaine. Les pluies ont changé au-dessus de la forêt depuis des décennies. Et des mais c'est vrai qu'on a ce mythe de forêt primaire qui, pour moi, est un petit peu stérile. Tu parlais de l'Amazonie. L'Amazonie, quand les conquistadors sont arrivés, il y avait au bas mot 10 millions d'Amérindiens en Amazonie. Et aujourd'hui, les recherches archéologiques qui ont été mises en place depuis plusieurs décennies montrent que finalement, il y a beaucoup de forêts amazoniennes qui a été façonnées par l'homme. Et notamment, près des traces d'anciens villages, on voit que la composition floristique de ces forêts est enrichie d'espèces utiles, et notamment d'espèces de palmiers qui sont très consommées, des espèces de palmiers qui font des fruits très comestibles, des arbres comme la noix du Brésil, où on voit, et moi quand je me suis promené en forêt, on tombe sur des peuplements presque monospécifiques à un moment donné dans la forêt de cette espèce d'arbre. Or, en forêt tropicale, il y a pratiquement un arbre sur deux et appartient à une espèce différente. Donc oui, ce mythe de forêt primaire est un peu, je dirais pas dépassé, mais en tout cas toutes les études montrent que l'homme et les femmes, ont toujours occupé les forêts et les ont exploitées. Et lorsque les explorateurs sont arrivés au XIXe siècle sur l'Amazonie, les forêts qu'ils ont découvertes étaient certainement beaucoup plus primaires que lorsque les conquistadors au XVe siècle sont arrivés sur les côtes brésiliennes. Alors on a bien compris que l'urgence est dépassée, les constats aussi, il y a beaucoup d'études, les intentions on les connaît, il faut être dans l'action. Cécile Goub, vous dirigez une coopérative, mais vous êtes aussi investi dans le tissu associatif, Plantons l'avenir, qui avait été créé en 2014. 3 programmes, je crois, planter, sensibiliser, innover. Quand on parle d'innovation, elle se situe à quel niveau ? Effectivement, on a créé au niveau de la coopérative, comme acteur majeur du secteur forestier, on s'est dit, mais nous, on est premier reboiseur de France, mais c'est pas assez. C'est pas assez, il faut aller bien plus loin que ça. 10 fois plus. Et d'autres acteurs, il faudrait en faire... Oui, ça c'était pour la partie des agroforestières. En forêt, déjà, si on en faisait 2 fois plus, ce serait déjà très très bien. On a diminué le nombre de plants installés drastiquement. Quand on sait que ça a doublé depuis 1960... La surface forestière a doublé depuis le début du XXe siècle, mais les plantations, au niveau installation et gestion des forêts, ont diminué de moitié sur la dernière décennie à peu près. Donc il faut renouveler, il faut continuer ce que je disais tout à l'heure, il faut continuer à renouveler la forêt, que ce soit en régénération naturelle, que ce soit en plantation, il faut continuer. Comment va-t-on au-delà ? Comment on innove ? Il faut aller au-delà. Et du coup, effectivement, on s'est dit, mais comment on fait ? Nous, on en fait une partie, c'est petit par rapport à tout ce qu'il y a à faire au niveau national. Donc on a créé ce qu'on appelle effectivement un fonds de dotation qui s'appelle Plantons pour l'avenir. Donc avec cette idée aussi des générations futures, de la sensibilisation des jeunes, donc qui est une association à but non lucratif. Et avec l'argent récolté auprès des entreprises qui sont mécènes, on a effectivement 3 programmes. Un sur la plantation, donc là c'est vraiment l'origine, l'ADN, c'est il faut renouveler plus, comment on fait, et il faut apporter un peu de financement. D'autres le font sous d'autres formats. Nous on le fait dans le cadre du mécénat et de l'intérêt général. Un programme sur la sensibilisation, parce que si on n'explique pas comme on vous explique aussi aujourd'hui notre vision des forêts et les choses qu'il y a à faire, que les forestiers sortent pas un peu du bois, parce qu'on est en général pas forcément très très bon en communication, mais parce qu'on a plutôt les pieds dans les bottes, nous, que sur les réseaux. Et on a besoin d'expliquer, de sensibiliser, d'expliquer aux jeunes d'où vient la table en bois, pourquoi on coupe des arbres, pourquoi on en plante d'autres, comment on gère les forêts. Et puis le dernier programme, c'est l'innovation, parce que l'innovation, ce sera quoi les essences de demain ? Comment on fait ? Comment on choisit les graines, les plants ? On fait des tests sur des parcelles du nord au sud pour voir qu'est-ce qui va mieux prendre, comment s'installer. Et donc on soutient effectivement des programmes de recherche, en particulier sur les essences et l'adaptation au changement climatique. Je pense que c'est notre responsabilité. On est un acteur majeur de l'économie forestière, vraiment intégré dans la filière forêt-bois française, et dans tous les programmes, plan de relance, lobbying auprès du ministère, etc., pour faire avancer notre filière.
Mais au-delà de notre filière et cette activité économique, et c'est vraiment très complémentaire, on s'est engagé effectivement dans le tissu associatif. Alors c'est pas une petite association, on est monté directement par rapport à notre enjeu au niveau national, mais on pense que c'est aussi notre responsabilité de mieux informer et de financer l'innovation. On a des gros programmes de recherche en cours sur ces questions d'adaptation au changement climatique. Concrètement, vous avez en tête un programme financier dernièrement que vous avez accompagné par votre mécénat? Oui, on a eu et d'ailleurs on répond à des demandes de différents instituts de recherche. On a un programme qui étudie qu'est-ce qu'on peut faire contre la calarose du frêne, qui est donc une des maladies qui attaque certaines essences. Une autre, on va installer des placettes du sud-ouest au nord-est de la France, avec des tests de nouvelles essences et de nouveaux mélanges. Est-ce que les essences s'adaptent bien entre elles, avec un programme de suivi sur plusieurs années? Et comme le disait Maxime tout à l'heure, il faut planter, mais il faut suivre les plantations. Parce que planter un arbre, c'est bien, mais si vous ne l'entretenez pas pendant un certain nombre d'années, c'est joli le geste de planter, mais il n'y aura pas une forêt demain, et il n'y aura pas tous les atouts que peuvent fournir des forêts ou des peuplements forestiers sur l'avenir. Donc voilà, on est ouvert à des projets, différents types de projets d'innovation dans ces sujets. Pignon aussi, c'est un avis sur la question. Ouais, je voulais aller dans le sens de Cécile. On parlait de forêt primaire. J'ai envie de dire que moins une forêt est primaire, même si la définition reste, plus elle a besoin de la main de l'homme. C'est-à-dire, nos forêts françaises, il n'y a plus de forêts primaires en France. C'est des forêts toutes domestiquées, façonnées par nos mains, et c'est des forêts fragiles. Et si l'homme n'intervient pas, et je crois que c'est important de faire passer ce message au grand public, si nous n'intervenons pas, ces forêts ne pourront pas se sauver sans nous, en tout cas tant qu'on est sur cette planète. Donc c'est vrai que lorsqu'on voit une exploitation, on a l'impression que c'est la catastrophe, que c'est presque lunaire, mais les forêts se régénèrent, et en France, on a des sylviculteurs chevronnés, et je pense que c'est pas parce qu'on exploite des arbres, qu'on exploite la forêt, que ça va dans le sens de sa destruction. Au contraire, c'est des écosystèmes qui sont moins résilients que les écosystèmes naturels, et donc l'intervention humaine est capitale pour leur préservation. Avec tout l'enjeu de la biodiversité. Maxime de Rostolan, avant de passer à d'éventuelles questions dans la salle, j'aimerais que vous nous parliez d'une expérience que vous avez conduite qui m'a interpellé. 1 hectare, 3 agriculteurs, pour démontrer qu'on peut très bien optimiser une activité agricole, en l'occurrence, en vivre, en dégager peut-être salaire et économie, et perdurer dans le temps. J'aimerais bien répondre que l'expérience a été réussie, mais en fait non. Le modèle économique, encore une fois, il y a une distorsion de concurrence inique entre l'agriculture industrielle et chimique qui arrive à se faire subventionner en direct par la PAC, etc., et qui se fait subventionner indirectement par tous les coûts qu'elle provoque, qu'elle génère pour la société, et qui ne sont pas dans son bilan comptable à elle. A contrario, l'agroécologie, quelqu'un qui va prendre plus de temps, qui va planter des arbres, ça c'est pour lui dans le bilan comptable, c'est bien à sa charge. Et donc, on est juste arrivé à la conclusion que, je suis désolé de revenir sur Bush, il dit notre mode de vie n'est pas négociable. C'est pas vrai. Ce qui n'est pas négociable, c'est d'avoir de l'air pur, des terres arables en bonne santé, etc., et de l'eau potable. Ce qui est tout à fait négociable, c'est le modèle économique. Et donc, nous, à l'issue de cette expérience qui a duré 6 ans, notre conclusion, c'est de dire il faut changer les règles du jeu pour entrer dans un nouveau monde. Un mode nouveau, en l'occurrence, ici. Y a-t-il des questions? Oui. Alain Bournet, il y en aura une aussi là-bas. Alain Bournet, encore moi ce matin, je reprends mon idée. Une question. Je propose un programme citoyen pour les élections présidentielles dans lequel je réponds à vos questions. L'argent, l'Europe l'a, c'est la mutualisation de la dette. L'emploi, on l'a si on réduit de 35 heures à 28 heures par semaine le temps légal. Comment on paye le déficit des salaires? Par le revenu universel. Dernière chose, j'aborde le problème de la garantie d'emploi. Je crée des emplois pour aller planter vos arbres, et c'est l'Europe qui peut financer cela. Voilà. Merci de votre intervention. Je vous invite à lire mon programme quand il sera sur Internet. Alors, il y a des questions, on va les répartir. Il y en a 2 ici également. Monsieur, merci de vous présenter. Oui, donc Gardois, Limois, William Clapier, engagé un citoyen pour le climat
et d'autres associations. Donc j'ai été étonné par rapport à ce que vous évoquiez sur l'autonomie de l'exploitation forestière en France, de ne pas avoir évoqué ce que la Chine fait, puisque le bois est exploité en France, la Chine l'importe, le conditionne en Chine. Enfin, j'ai lu certains articles, c'était plus de 17% en chêne vert. Donc j'aimerais avoir un éclairage sur ce point-là, qui est quand même problématique par rapport à la supposée autonomie de l'exploitation forestière en France. La deuxième question, c'est très bien, merci pour ce débat passionnant. J'aurais aimé avoir un contradicteur, comme vous faites, Maxime ou d'autres, par rapport au lobby de l'agriculture industrielle intensive. Les représentants, il aurait été bien d'avoir un représentant de la FNSEA, par exemple. Et comment non, mais c'est important. Parce alors, c'était pas tout à fait le sujet de base. Ah, si, je pense de que... base, on était quand même sur la forêt et la biodiversité. Je regrette, la forêt et l'agriculture, Maxime l'a bien souligné, c'est tout à fait connexe. On ne peut pas aborder la question agricole de la question de la reforestation, donc avec notamment la question des... Donc je pense que c'est une question qui mérite d'être débattue, et donc c'est dommage qu'il n'y ait pas un contradicteur. Voilà, merci. Alors, elle le sera dans le cadre de notre débat qui est consacré à cette question-là demain. Mais, allez-y, Cécile. Oui, peut-être quelques éléments de réponse par rapport à votre question sur le chêne. Alors, je n'ai pas dit que l'exploitation forestière était autonome en France. Enfin, sur l'introduction que vous disiez, je dis on sous-exploite les forêts françaises, il faudrait les exploiter plus. Après, les forêts, attention, il y a le chêne, il y a le douglas, il y a le pin. Enfin, chaque essence a sa sylviculture et son mode d'exploitation et ses marchés. Sur le chêne, il y a eu des grands débats, effectivement, et des gros articles de presse sur cette essence, notamment en début d'année. C'est vrai, je ne dirais pas le contraire, il y a un certain nombre de grumes de chêne qui ont été exportées vers la Chine, qui sont transformées en Chine et qui reviennent en France pour être vendus sous forme de meubles. Et c'est là où tout un chacun, il faut qu'on regarde d'où viennent les meubles qu'on achète. Et ça rejoint ce que tu disais par rapport aux questions d'import-export et aux règles internationales. Une fois qu'on a dit ça, c'est quand même des volumes. Les articles de presse ont gonflé, alors pas gonflé les chiffres, mais il y a un certain nombre de chiffres qui ont été dérivés. Ce ne sont pas des quantités énormes par rapport à ce qui est produit en France. Et dans la plupart des cas, sur les domaines sur lesquels nous on intervient, ce sont des bois qui ne peuvent pas aujourd'hui être utilisés en France parce que les scieries françaises n'ont pas les outils adaptés à ces bois. Je ne dis pas que c'est bien ni que c'est un fait. On a manqué d'industrialisation en France. La scierie française, c'est quand même un sujet très très important. Et d'ailleurs, le plan de relance a mis en valeur le fait qu'il fallait réindustrialiser, réinvestir en scierie. Et donc, il y a une certaine qualité. Vous savez qu'un bois, c'est pas juste le chêne. Il y a le chêne, la dimension, le grain, le type, l'essence. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ça. Donc, certaines grumes de chêne n'étaient pas prises par les scieurs français. C'est-à-dire qu'on propose d'abord en local, en général. Et quand il n'y a pas le marché, quand même, à un moment donné, est-ce qu'il vaut mieux couper la forêt si elle est arrivée à maturité ou la laisser sur place et ne rien en faire? Il y a un moment donné, il faut se poser un certain nombre de questions. Après, il y a eu des grands débats, parce qu'effectivement, ça choque tout le monde. Enfin, et nous les premiers, forestiers, dire que nos grumes, on les envoie en Chine pour qu'elles reviennent. Enfin, nous, alors le transport, n'en parlons pas. Le CO2, pour aller jusque là-bas et revenir, sans commentaire. Et, sauf qu'une fois que l'arbre est arrivé à maturité, ou éventuellement, dans certains cas, l'arbre est attaqué par des parasites ou est vulnérable, il faut couper l'arbre, il faut faire quelque chose avec cet arbre. Donc effectivement, il y a des questions à se poser, il y a certainement des choses à faire au niveau international, des choses à faire au niveau national, des choses à faire au niveau local, c'est sûr. Après, le protectionnisme, entre guillemets, à outrance, si on ne peut pas utiliser ces grumes en France, ça ne marche pas non plus. Et soyez convaincus, on a refait le tour de l'ensemble de nos clients scieurs de chêne récemment. Finalement, aucun n'a manqué de bois sur les derniers mois. Donc c'est bien qu'on a d'abord approvisionné la filière française quand on le peut, et ensuite, malheureusement, la Chine quand c'est pas possible. Créons de l'emploi, créons des scieries en France, et comme ça partira plus. Merci Cécile Goub. Une autre question? Bonjour. Donc, si j'ai bien compris dans le plan de relance... Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Pardon. Hélène Lillot, l'association Créatou, on a un pilier environnement et on plante plein d'arbres. On a créé un jeu qui permet dans les écoles à chaque enfant de planter 10-15 arbres. Un jeu qui coûte 10 € par classe, qui peut être généralisé sur toute la France très très rapidement. Le commissariat du gouvernement durable l'a déjà sur place, enfin chez eux. Donc ma question c'était dans le plan de relance. Il me semble qu'il y a des arbres qui vont être plantés
Et je voulais savoir si la France avait déjà les pépinières nécessaires pour ces arbres-là. Alors, vous parlez d'arbres en forêt, d'essence forestière ou plutôt d'essence agroforestière? Moi, je ne saurais pas répondre sur l'agroforesterie. Par contre, je peux répondre sur les arbres des peuplements une partie forestiers. de la réponse est en Maxime. On va se compléter avec Maxime. Donc, Opération. effectivement, il y a un gros plan de relance sur le renouvellement forestier, pour la partie vraiment forestière. Et il y a aussi, dans le cadre du plan de relance, un accompagnement des pépiniéristes. Parce que, comme vous le dites très bien, si on veut planter des millions d'arbres en France, il faut des millions de plants, déjà. Et comme c'est très, très réglementé en France, vous ne plantez pas ce que vous voulez comme vous voulez. Hein. Pour petite illustration, en France, quand vous plantez un arbre, le diamètre au collet et la hauteur de l'arbre, de chaque arbre, est réglementé. Et si vous avez un contrôle en tant que propriétaire forestier et que vous avez planté le mauvais diamètre ou la mauvaise hauteur, vous voyez ce que ça peut faire sur un arbre qui est grand comme ça, le diamètre, hein, au collet, au millimètre. C'est très, très réglementé. Donc, il y a tout un programme aussi d'accompagnement des pépinières et les pépinières françaises vont investir aussi pour produire plus d'arbres par rapport aux besoins du plan de relance. Donc, il y a un lien très fort entre les planteurs, les entreprises qui vont installer, et les pépiniéristes pour que justement il y ait cette adéquation. Il faut le structurer, mais c'est aussi quand on nous donne un coup de boost qu'on arrive à progresser. Et excusez-moi, et est-ce que ces pépiniéristes vont pouvoir répondre aux besoins que va avoir la France? Avec le plan de relance, ce qui est prévu, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Elles se sont mises en ordre de marche pour pouvoir, en tout cas sur la partie forestière, Sur la forêt. sur la forêt, on ne devrait pas, sauf si, avec notamment le changement climatique, il y a un certain nombre d'essences, notamment aujourd'hui en chêne, on n'a pas eu de blindés sur certaines zones, donc on a quelques soucis par rapport à des plantes de chêne, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on ne les a pas? Eh bien, on va faire classer des peuplements et on va se battre au niveau aussi national pour avoir plus de reconnaissance sur un certain nombre de peuplements pour aller chercher plus de graines. Donc là, c'est un sujet sur lequel on peut agir, si vous voulez. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement. On a un besoin, on sait ce qu'on va planter. Quand on dépose les dossiers, on met les essences. Donc on sait pour la campagne à venir ce qu'il faut qu'on plante. Soit ça y est chez les pépiniéristes, soit ça y est pas. Et on va faire le nécessaire pour que les pépiniéristes se développent et aillent chercher plus de graines, plus de glands pour produire les arbres. Donc sur la partie forestière, on n'est pas particulièrement inquiet d'avoir ces plans dans les pépinières françaises. Maxime de Restaurant. D'autant qu'il y a effectivement une enveloppe dédiée aux filières de production de MFR, de matériel forestier réglementé, de 4,5 millions. Donc certaines pépinières sont en train de s'équiper et pour changer d'échelle. Donc oui, sur la partie forestière, oui. Sur la partie agroforestière, non, clairement. Et surtout pas... Alors là, je vous ai dit, donc le plan de relance, il prévoit 7000 km en 2 ans. Ça veut dire 7 millions d'arbres. On sait qu'il y a une bonne partie, on ne sait pas encore combien, on est en train de regarder. Une bonne partie va être achetée en Allemagne et en Hollande, les plants. Et donc, c'est pour ça que j'embête le ministre de l'Agriculture depuis quelques mois, en lui disant, mais en fait, depuis 1 an et demi, en disant, c'est absurde. C'est absurde de mettre de l'argent pour acheter des plants en Allemagne et en Hollande, faire du one-shot, alors qu'on pourrait, au contraire, se doter des filières localement. Pour demain. Donc non, effectivement, il y a un gros enjeu et c'est tout ce qu'on essaye de mettre en place. Ouais. Mais bravo pour le jeu. Hein. Je vous invite à essayer, à tester le jeu de Hélène, c'est super. Bonjour. Vous avez abordé la question, mais en fait, je voulais savoir si vous pouvez plus expliquer l'état de santé de nos forêts en France. Aussi sur les plantations, s'il y a une façon néfaste ou plutôt durable de les gérer et en quoi en France elles seraient gérées de manière durable et est-ce qu'il y a un moyen en fait de tracer cette façon de gérer les forêts? Et vous venez d'où? Ah pardon. Manuela et je viens de Perpignan. Alors sur la partie gestion durable des forêts en France de façon globale, il y a quand même le code forestier qui est très strict, qui réglemente un certain nombre de choses. Il y a les documents de gestion durable qui sont obligatoires pour les propriétaires à partir de 25 hectares. Il y a la certification forestière et de plus en plus de clients demandent que les bois livrés soient certifiés, PEFC ou FSC. Et vous pouvez, dans les magasins, regarder si le bois il est certifié ou pas. Donc toute la chaîne, si vous voulez, du client final, qu'il soit client particulier ou dans le cadre de clients industriels ou collectifs, ils peuvent exiger cette traçabilité, cette certification de gestion durable. Et malgré
quelques documents qui ont pu paraître dessus, elle est quand même très stricte, elle est très suivie. Toutes les parties civiles ou les parties intéressées sont représentées, que ce soit des ONG environnementalistes, que ce soit la société civile, les professionnels, etc. Donc il y a des gros débats, en plus cette année en cours, hein, sur les standards PEFC, FSC qui sont en train d'être renouvelés, dans lesquels nous on est partie prenante, parce que, alors, en l'occurrence, Alliance for Bois, nous on vend 85% de notre bois qui est certifié PEFC, FSC. C'est énorme par rapport au taux national. Mais on est hyper impliqués là-dedans parce qu'on y croit vraiment et qu'on a cette façon d'accompagner les propriétaires pour leur dire mais faites certifier votre forêt et respectez un certain nombre de règles. C'est important pour tout le monde, pour nous commercialement, pour les clients, pour la société, etc. Donc il y a quand même en France un certain nombre de règles, il y a des audits. Sur la question des PEFC, on est audité. Un certain nombre d'acteurs sont ISO aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les audits, c'est quand même très conséquent. FSC, encore plus. Donc tout ça, c'est quand même certifié, audité. Il y a quelques cas de figure qui sont parfois montés en épingle, de choses qui ne sont pas faites dans les règles de l'art. C'est vrai. Des ornières, on voit des chemins qui sont abîmés, etc. Mais à l'échelle nationale, sincèrement, ça représente quand même vraiment une minorité. Donc... si je puis passer un message, soyez convaincus, les forestiers sont passionnés, les forestiers, ils font pas ça par hasard, ils adorent la nature. Et donc les choses, en tout cas, ils veulent les faire de la meilleure façon possible. Après, effectivement, il y a quelques cas de figure où c'est pas toujours évident. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions, parce qu'il y en avait beaucoup dans une. Mais... Stéphane Allaire va la compléter. Je veux bien compléter, parce qu'en fait, ce peut-être à quoi vous faites allusion, c'est au débat récurrent qu'il y a au sein de la société française sur le mode de gestion des forêts, où il y a parfois, et c'est pas rare, des coupes rases qui sont faites sur plusieurs hectares et qui changent les paysages. En fait, il y a plusieurs écoles en termes de gestion, et Cécile connaît le sujet par cœur. Il y a ce qu'on appelle le mode régulier et le mode irrégulier. Voilà, donc le mode régulier, c'est, si je caricature, et je vais trop vite parce qu'on manque de temps, mais en gros, vous prenez un terrain, vous plantez des arbres en ligne, tous du même âge, ils grandissent, et puis il y a des éclaircies, et puis quand ils arrivent à maturité, on les coupe et on recommence le cycle. Et l'irrégulier, vous avez une parcelle qui est, elle, avec des classes d'âge différentes, et du coup, vous prélevez des arbres, le couvert forestier perdure, il est toujours là, mais vous sortez du bois de façon plus linéaire, j'ai envie de dire, mais vous gardez votre couvert forestier. Bon, ce débat-là, il existe. Après, chacun il va de sa conviction, et je ne vais pas trancher aujourd'hui, et je ne vais pas vous donner la mienne parce que ça a peu d'importance. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand même en France, globalement, on est plutôt bien lotis, que la forêt française, elle souffre pour des tas de raisons. Hein. J'ai parlé des aléas, des tempêtes, des maladies, etc. Mais la gestion, globalement, ça se passe plutôt pas mal, pardon. Et les débats, heureusement qu'ils sont là, mais ils ne reflètent pas la réalité vraiment des choses si on prend les chiffres sur le mode de gestion de la forêt française. On voit bien pire ailleurs, bien pire. Une dernière question. Bonjour. Alors, je m'appelle Nadia. Alors, j'ai noté un petit peu la question que j'avais à vous poser. Je me posais la question, est-ce que ce n'était pas une amère face cachée dans le monde quand on constate qu'on consomme tout de même 3 millions de tonnes de chocolat en France et qu'au péril de leur vie, certaines personnes dans certains pays, certaines forêts tropicales consomment, on importe ce cacao donc, chez nous, et que certaines entreprises n'arrivent pas à avoir une traçabilité par rapport à ces lots qui sont envoyés dans notre pays, quoi. Voilà. Je voulais savoir comment on pouvait remédier justement à ce niveau-là, puisque ça avait un impact justement au niveau de la forêt et la déforestation. Pignociste. Pardon, oui, allez-y. Alors, cacao est d'abord planté, hein, donc on déforeste avant de mettre du cacao. Dans la plupart des cas, il y a des agroforêts à cacao, mais dans la plupart des cas, on déforeste, et la Côte d'Ivoire a perdu. La Côte d'Ivoire en 1960 avait 14 millions d'hectares, elle n'en a plus que 2 millions d'hectares de forêt, et c'est bien parce que le gouvernement a poussé les petits agriculteurs à planter du cacao. Et donc le cacao est une des filières qui est considérée comme une des causes de déforestation en milieu tropical, et donc on en revient effectivement à cette stratégie nationale
de lutte contre la déforestation importée, qui est une initiative française du ministère des Affaires étrangères, et qui, justement, essaierait un petit peu de mettre en place une certification zéro déforestation. Donc, on en revient à cette labellisation de la traçabilité des produits. Et je voudrais souligner une chose, c'est qu'en France, il n'y a plus de forêt primaire, pour une bonne raison, c'est qu'on a tout déforesté. Mais on l'a fait avant les autres. Et avant d'avoir les réseaux sociaux pour nous taper dessus. On l'a fait il y a quelques centaines d'années. Et je trouve, moi, toujours un peu fort de café d'aller taper sur les autres parce qu'ils essayent de suivre le même développement que le nôtre, avec quelques siècles de retard peut-être, mais je trouve que c'est toujours une solution un peu facile d'aller accuser des pays en voie de développement de déforester leurs forêts, parce qu'au final, ils ne suivent que le même chemin que le nôtre. Là où je suis, moi, plutôt satisfait d'un certain nombre d'initiatives qui se passent au niveau national, européen, international, c'est qu'on se remet, nous, en question sur nos imports, sur nos importations, sur notre mode de vie, sur le cacao, sur le café, on pourrait dire ça de beaucoup de choses, sur l'avocat. L'avocat, c'est bon le guacamole, hein, mais alors quelle déforestation est engendrée par nos modes de consommation. Donc voilà, regardons nos habitudes. On parlait de la viande tout à l'heure, ça en fait partie, mais en fait, même si on mange autre chose que de la viande, on contribue quand même à de la déforestation. C'est dur à entendre, on ne va pas s'arrêter de vivre, mais en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, chacun fait son chemin pour limiter son impact en fonction de son seuil de tolérance. Je vais juste rajouter en une minute, lorsqu'on voit des grands projets de réforestation, ces projets de réforestation, notamment, on parle de la Grande Muraille Verte, etc., il faut se poser la question, avant de planter les arbres, pourquoi et pour quelle population? Et non pas planter les arbres pour compenser nos propres émissions CO2, parce que, comme tu le dis, on est quand même les principaux responsables du réchauffement climatique. Chaque Français émet 2 fois plus de CO2 qu'un Brésilien, par exemple, et le Brésil n'est pas vraiment l'exemple d'un pays en voie de développement. Merci. Se poser des questions, c'est aussi pour un monde nouveau. Merci madame, merci messieurs pour ce débat qui ouvre aussi beaucoup de perspectives, beaucoup de réflexions et beaucoup de responsabilisation. Merci bien. Merci à toutes et tous d'avoir participé.